Alors, le désir, c'est à entendre comme le moteur de l'humain, comme une force vitale. Quelque chose qui va vous donner envie de vous lever tous les matins, d'aller au travail, de mener à bien vos projets. Alors, sans désir, il n'y a pas de vivant. Nous vivons parce que nous désirons. C'est donc nécessaire à n'importe quel humain. Alors, comment se crée le désir? Par quel mécanisme? D'où vient-il? Que cherche-t-il? C'est ce que nous allons aborder dans le premier temps de cette conférence. Suite à cette présentation conceptuelle assez rapide, nous aborderons ce qu'il en est du désir au sein de notre société moderne. C'est un aspect qui vient ici appeler et interroger votre pratique en tant que professionnel. Quels sont les objets de désir produits dans le système capitalo-scientifique actuel? Quels sont leurs rôles? Répondent-ils aux besoins de l'utilisateur ou à celui du système? Comment penser différemment leurs fonctions? Vrai besoin et faux désir, c'est donc interroger ce qu'il en est du désir de chacun dans une société du tous pareil. Alors, comment se crée le désir? Pour comprendre un peu comment ça fonctionne, parce que c'est une théorie un peu complexe, il faut revenir à une théorie vieille d'il y a 100 ans, par un psychanalyste qui est fondateur de la psychanalyse moderne, que tout le monde connaît, Freud, et notamment sa théorie de la pulsion et du circuit pulsionnel, qui vient générer et expliquer comment se crée le désir inconsciemment chez n'importe quel humain. Alors le circuit pulsionnel se déroule en 4 temps. D'abord la poussée, puis la source, l'objet, et enfin, nous viendrons interroger le but de ce circuit. Alors la poussée. La poussée est induite par un stimulus, une excitation. Elle va venir déclencher, elle est déclenchée par une énergie vraiment pulsionnelle que Freud va appeler la libido et que Lacan, donc un autre psychanalyste qui est vraiment également des pères fondateurs de la psychanalyse moderne, a appelé la jouissance. Donc c'est apprendre en dehors de la terminologie purement sexuelle, c'est vraiment quelque chose qui appartient à chacun, c'est ce qui vraiment nous motive, nous anime, nous donne envie de vivre. Donc d'où vient cette énergie? Cette énergie, elle vient d'une béance, d'un manque fondamental chez l'humain, chez l'individu. En effet, nous manquons tous de quelque chose. Et nous passerons notre vie à chercher, à essayer de combler ce manque, à trouver ce quelque chose qui nous manque. Mais du coup, de quoi manque-t-on? Eh bien, nous manquons de ce que Lacan appellera l'objet originellement perdu. On y reviendra tout à l'heure. La pulsion a donc 2 fonctions. Premièrement, rechercher l'objet perdu. Et deuxièmement, tendre à l'homéostase. L'homéostase, c'est un terme que vous retrouverez pas mal en biologie ou en physiologie. C'est-à-dire, c'est une tendance à rétablir l'équilibre interne de l'individu, d'avoir un corps libéré de tout besoin. Donc en biologie, on va partir du principe d'une libération de besoins primaires, tels que manger ou dormir, etc., boire. Dans l'inconscient, ça va être encore autre chose. Freud postule que nous avons tous une énergie en nous, et que parfois cette énergie, elle est, un peu trop... Il y a un surplus d'énergie. Elle est déséquilibrée entre le positif et le négatif. Elle n'arrive pas à atteindre une norme, une moyenne. Par exemple, vous avez passé une mauvaise journée au travail, vous avez eu des reproches de la part du patron ou vous êtes mal entendu avec des collègues. Le soir, une fois que vous rentrez du travail, vous vous sentez souvent en colère ou frustré de ne pas avoir su répondre, de ne pas avoir pu dire, ou en colère contre vous-même par rapport à votre travail. Vous allez donc essayer de mettre en place des comportements et vous mettre en situation dans lesquelles vous allez vous sentir bien, un peu mieux. Ça va vous donner du plaisir, un peu de satisfaction. Ça, c'est la tendance à l'homéostase. C'est tenter justement de venir rééquilibrer ce qui s'est déséquilibré au cours de la journée. Donc ça peut par exemple être prendre un verre avec des amis, ou alors prendre un bon bain, appeler quelqu'un que vous aimez bien, voilà, faire du shopping. Alors Freud postule qu'effectivement, la pulsion, elle est là pour vider l'énergie en surplus. Elle a cette fonction-là.
Donc voilà, l'énergie répond à un besoin par le biais de la pulsion. Pour que cette pulsion, qui est une force presque à entendre au niveau métaphysique, une force vraiment puissante, incontrôlable, insaisissable, puisse se fixer sur un objet, et que du coup on arrive à se sentir bien, il va falloir la canaliser. Elle va donc devoir passer par une source, c'est-à-dire quelque chose qui vient faire bord, qui vient cerner, border un petit peu la pulsion. Comme vous le voyez sur le graphique, c'est le rond en fait, c'est vraiment par là qu'il faut qu'elle passe, puisque comme ça elle est manipulable et on peut la fixer quelque part. Et on va la fixer du coup sur un objet. Dans la pulsion, il existe deux types d'objets. Donc le premier objet, c'est l'objet agalmatique. Donc c'est un terme très compliqué, vous allez voir, pour pas forcément grand-chose. C'est l'objet originellement perdu, dont Lacan a parlé, qui est donc responsable du manque. Donc cet objet finalement n'est que la présence d'un creux, d'un vide. Il est par nature insaisissable. On ne peut pas le dire. On sait qu'on manque de quelque chose, mais on ne sait pas de quoi on manque. Et on ne sait pas comment faire pour récupérer ce qui nous manque. C'est un objet qui ne peut pas être symbolisé, qui n'est pas un objet réel. C'est juste une impression. C'est un manque à être. On manque toujours de quelque chose. Mais c'est parce que nous manquons que nous désirons. Donc cet objet crée le désir. Il est son support. Il est là pour le désir. Mais du coup, pour que la pulsion fonctionne et qu'on se sente un petit peu mieux, qu'on ressente un peu de plaisir, il va quand même bien falloir saisir un objet réel. Et ça va être l'objet pulsionnel. Un objet sur lequel va venir s'accrocher le désir. Il fait un peu ce qu'il peut, donc il va en choisir un et se fixer dessus. Et du coup, vous me demanderez comment on fait, quel est réellement le but de la pulsion, puisque si une des fonctions, c'est de récupérer l'objet A, par conséquent, elle ne sera jamais totalement satisfaite. Il y a donc deux types de buts. Qui ne marche pas. Voilà. D'abord, une satisfaction partielle de la pulsion est possible, puisque la pulsion a quand même déversé l'énergie. Une de ses fonctions, c'était effectivement de tendre à l'homéostase. Donc cette énergie qui était en surplus, même si elle n'a pas atteint l'objet A, elle a quand même été vidée. Donc on se sent quand même mieux. Et on a quand même pu saisir un des objets, l'objet pulsionnel, l'objet réel, qui fait qu'on se sent bien. Donc, de ce côté-là, cette fonction a été respectée. Cependant, pour ce qu'il en est de l'objet A, c'est impossible. La pulsion ne fait que faire le tour de l'objet sans jamais pouvoir le cerner, le saisir, le comprendre. C'est pour ça que c'est une structure en boucle. Une de ses finalités, c'est donc de faire retour sur elle-même, en circuit fermé, puisqu'on n'a pas réussi à saisir l'objet qu'on voulait réellement et qu'on ne se sent pas pleinement comblé, on va recommencer. On va recommencer à désirer et on va choisir un nouvel objet pulsionnel et c'est sans suite. Voilà, c'est vraiment une répétition. Par conséquent, il est vain et illusoire de penser satisfaire pleinement le désir humain, puisque l'objet A, on ne peut jamais l'attraper. Alors maintenant, suite à cette présentation conceptuelle vraiment rapide, la question c'est qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du désir et de l'objet de désir dans notre société moderne. Vraiment là, ça concerne à peu près tout le monde. Alors, pour mieux comprendre ce concept, il nous faut revenir à un principe énoncé par Lacan en 1969 qui s'appelle le discours du maître. Alors, comme vous le voyez, il y a donc 4 termes, dont la dyade maître-esclave. Donc, ce n'est pas une apologie de l'esclavagisme, je vous rassure. C'est juste que ce discours du maître repose sur le texte de Socrate, le Banquet de Platon, donc qui date de l'Antiquité. Et ce texte met à jour, donc c'est Lacan qui a repris ce texte pour essayer de le moderniser, met à jour une interdépendance entre le maître et l'esclave. En effet, le maître, pour être maître, il faut qu'il commande et qu'il ordonne à l'esclave. S'il ordonne à personne, il n'a pas de statut. De plus, le maître va commander à l'esclave de produire quelque chose, et comme c'est un être humain comme nous tous, ce qu'il va chercher à obtenir par-dessus tout, ce qu'il va désirer, c'est l'objet A.
Il va donc demander à l'esclave de le produire parce qu'il suppose un savoir-faire à l'esclave. L'esclave est donc un artisan. Donc, sans l'esclave, le maître ne pourra jamais obtenir ce qu'il veut. Enfin, c'est ce qu'il pense. L'esclave, quant à lui, est également dépendant du maître, parce que sinon, il ne pourrait pas utiliser son savoir-faire. Il ne resterait qu'un artisan et ne saurait pas quoi faire de l'objet qu'il produit. Les deux sont donc interdépendants. Malheureusement, ce que l'esclave va pouvoir produire, comme lui, c'est également un être humain qui est incapable de comprendre et de saisir son objet A, il ne va produire qu'un semblant d'objet de satisfaction. Le produit n'est donc qu'un faux objet A, un objet un peu illusoire. Ce qui fait que ça ne va pas convenir ni à l'individu, qui est donc l'acheteur, le consommateur, l'utilisateur, ni au maître. Et ça va leur renvoyer la très mauvaise impression de la vacuité de leurs désirs et de manquer encore de quelque chose, de ne jamais pouvoir obtenir absolument tout ce qu'ils veulent. C'est la raison pour laquelle le discours du maître, donc celui-là est plutôt le discours du maître antique, est un circuit, ça va marcher comme pour la pulsion, ça va être un circuit fermé, en boucle, qui va se répéter. Et voilà, sans jamais s'arrêter tant que le maître n'aura pas obtenu l'objet qu'il désire réellement. Donc il s'agit ici du discours du maître antique, qui est à mettre un peu en opposition, même s'il y a des éléments qui s'y rapprochent, au discours du maître moderne, qui lui va s'allier à deux discours vraiment sous-jacents, qui sont donc le discours capitaliste et le discours scientifique. Alors là, il y a un changement qui s'opère dans la construction de ce discours. L'esclave dans ce discours-là est à entendre, comme disait Lacan, est à entendre comme le prolétaire, l'ouvrier, puisqu'on est maintenant dans une autre dynamique de fonctionnement sociétal. Donc le discours capitaliste va nuancer le discours du maître par le fait de refuser de reconnaître l'inutilité du produit. Il refuse d'admettre que le produit est un faux objet A et donc il faut recommencer. Ce qui compte, ce n'est plus le savoir de l'esclave. L'esclave, l'ouvrier, n'est plus considéré comme un artisan, comme un humain qui désire, et donc au même titre que le maître. Mais ce qui compte, c'est le produit qu'il élabore. Ce qui renvoie l'esclave au statut d'objet, objet du système. Il est nécessaire pour que le système perdure. Alors le discours capitaliste forclôt le manque de l'individu. En d'autres termes, avec le discours scientifique, ils vont créer des objets, des gadgets, des semblants d'objets A, que Lacan appellera des latouses, afin de donner l'illusion de satisfaction au sujet, avant que celui-ci ne se rende compte de son manque. Alors c'est un discours un peu étrange pour ça. C'est que si, en tant qu'individu, on se rend compte qu'on manque, et que ce qu'on recherche par-dessus tout, c'est notre objet A, on va bien se rendre compte que ces faux objets ne suffiront pas. Ça nous donnera juste une petite satisfaction, et encore. C'est-à-dire aussi que ces objets ne nous intéresseront pas forcément, parce que le manque est personnel et individuel. Donc il faudrait créer des commandes au cas par cas. Donc pour que le système capitaliste fonctionne, il faut qu'on intègre le principe du tous pareil, d'une norme. Et donc, ils vont cacher le manque du sujet, ils vont essayer de masquer ça chez nous tous, en quelque sorte, nous gavant de ces latouses. Ça va permettre de masquer ce manque, et donc de continuer à consommer, encore et toujours. Entraînant de ce fait un rapport de dépendance à ce discours. Puisque le sujet, en tant que personne, nous ne serons plus dépendants de notre propre manque, mais on dépendra des objets créés par le discours capitaliste pour nous. La quête de l'objet A devient alors, dans cette société maintenue par un discours capitalo-scientifique, devient un impératif, consomme plus, jouit plus, comme dira Lacan. Donc pour expliquer ce principe de jouissance et de consommer encore plus, il a développé, sur le modèle de l'explication de la plus-value par Karl Marx, il a développé un concept qui s'appelle le plus de jouir.
En effet, dès que le travail humain devient une marchandise, cet objet va porter en lui une plus-value. Il va donc avoir deux valeurs. La première, ça va être bien sûr d'incarner l'objet A pour susciter le désir. Parce que sans désir, il n'y a pas de consommation. Il faut quand même réveiller ça chez chacun d'entre nous. C'est toujours là inconsciemment. Sa deuxième valeur, c'est justement d'être un faux objet A, un gadget, pour masquer le manque. Et en tant que personne, on ne s'intéresse plus à ça. On ne court plus après cette quête effrénée, justement, de satisfaire notre objet A et notre propre manque, mais de continuer à acheter pour continuer à nous sentir bien. Mais bon, n'importe quel humain se rend bien compte, consciemment, à un moment donné, que l'objet ne suffit pas, que celui qu'on a acheté ne suffit pas. Alors l'objet suivant devra augmenter en valeur. C'est le principe du plus de jouir. En effet, parce que le premier objet portait, à la fois incarnait cette perte de l'objet A, donc il incarnait cela, ce manque, pour susciter le désir, et en plus il portait avec lui la promesse d'une satisfaction. Mais lorsque l'on se rend compte que cette satisfaction n'est pas possible, le deuxième objet va devoir être encore plus important, parce qu'en plus de porter en lui la perte de l'objet A, il devra porter également la déception, l'impression de déception du premier objet qui n'a pas satisfait pleinement l'utilisateur et le consommateur. Voilà, du coup, ça va augmenter en valeur, ça va aller de plus en plus, jusqu'à atteindre le trop. Donc le sujet, la personne moderne, l'individu moderne, en tant que qu'acheteur, c'est-à-dire valeur d'échange, va être représenté auprès d'une valeur d'usage. Il va devenir objet parce qu'il achète. En tant qu'acheteur, on fait partie de ce système. L'esclave, même l'individu, pour être objet de ce système, va produire et consommer ce qu'il produit, et ainsi de suite. Ça tourne en boucle. Donc, par son statut de consommateur, pour accepter de rester consommateur et d'intégrer cette société, nous allons devoir renoncer à chercher notre objet A, à chercher à combler notre manque. C'est la seule solution pour se sentir encore satisfait. C'est de renoncer à cela. Au profit, justement, d'une injonction, le tous pareil. Cette perte qui va nous définir, qu'on va accepter d'avoir, qui nous rend uniques, va nous réduire et nous consommer à ces latouses, ces gadgets, dont Lacan d'ailleurs fait une très bonne définition par cette citation. Ces latouses, qui sont de menus objets petits a, que vous allez rencontrer en sortant, là sur le pavé à tous les coins de rue, derrière toutes les vitrines, dans ce foisonnement des objets faits pour causer votre désir, pour autant que c'est la science maintenant qui le gouverne. Alors en s'inspirant d'un article du psychanalyste David Bernard, La qualité des choses, nous nous rendons compte qu'en réduisant le sujet moderne à ce qu'il consomme et produit, ça nous renvoie à devoir s'identifier à ces objets parfaits, à ces choses parfaites, efficaces, zéro défaut, zéro erreur, etc. Et de tendre, de désirer, finalement, ressembler à ces choses pour faire partie du système, pour faire partie de la norme. Mais il y a un impossible, en tant qu'humain, à accepter de faire ça. Puisqu'inconsciemment, nous sommes toujours désirants, nous avons toujours un manque, nous sommes toujours à la recherche de l'objet A. La pulsion ne peut être réduite à une chose, puisque sinon, rien ne nous animerait. Il y a toujours en nous ce reste, ce fameux quelque chose qui reste inatteignable. Alors, qui reste inatteignable, pardon. Et donc, comme ce que David Bernard va déplier, c'est qu'il va y avoir une confrontation pour certaines personnes entre les deux, c'est-à-dire entre cette part rebelle en nous, inconsciente, qui souhaite toujours rechercher l'objet A, qui souhaite toujours partir dans cette quête et qui se revendique comme différent, comme manquant, comme étant unique, et cette volonté à vouloir intégrer le tous pareil, la norme. Et de cette confrontation va naître une honte
une honte de l'humain à être manquant, à être différent. Et donc c'est cette honte qui va venir nous faire également renoncer à notre quête, à notre désir, à notre jouissance. Et nous le verrons, on le voit souvent avec les patients dépressifs, c'est souvent cela qui se passe. Ça devient des personnes qui n'ont plus envie de rien, qui ne désirent plus rien et qui se replient sur elles-mêmes. Il n'y a plus de vie quand il n'y a plus de désir. Donc voilà, c'est une honte à ne pas pouvoir s'aligner sur la perfection des latous qui sont surconsommés. Mais il reste enfin alors à s'interroger au niveau de votre pratique professionnelle d'une possibilité, non pas de faire contre le discours, puisqu'on n'est pas ici pour revendiquer quoi que ce soit par rapport au discours capitaliste, mais d'y faire avec ou même autrement. En effet, puisque c'est une forme de honte de l'humain, à être moins performant, moins parfait, moins efficace que les machines ou les produits qu'il consomme, qui l'amène à renoncer à cette forme de différence chez lui, d'unicité, d'exception un petit peu, de désirer non pas pour lui-même, mais au nom d'un impératif social, il s'agirait alors, la solution serait peut-être de réinjecter un peu de cette singularité, de cette subjectivité dans les produits que nous fournissons, afin de pouvoir laisser une place au sujet, lui laisser la possibilité de désirer, lui laisser la possibilité d'exploiter ce petit espace qui lui appartient en utilisant le produit. Et ainsi de réactiver la forme vraiment primitive et puissante du désir tel qu'il est constitué à l'intérieur de chacun d'entre nous. On le voit par exemple avec certaines enseignes, grosses enseignes telles que McDonald's et son nouveau slogan, justement, « Venez comme vous êtes », où ils se sont rendus compte qu'à force de pousser les gens à une surconsommation d'objets, à mettre à couvert un peu ce manque que nous avons tous en nous, il y a un trop. Et le trop, ça mène à de la souffrance, c'est aussi qui crée des burn-out, des épisodes dépressifs, qui nous fait sortir du système, parce que c'est plus qu'une question de survie. Et donc maintenant, il s'agit de réinjecter, voilà, de réactualiser le désir, de le susciter, de l'attirer, de l'attiser dans les produits qui sont actuellement proposés et qui peuvent être consommés par l'individu, pour qu'il puisse désirer à partir de ses propres besoins et de son propre manque à être, qu'il puisse se trouver et s'exprimer, ce qui va rendre ainsi une toute autre dimension à ses actes, à cette décision, ou à son sentiment de plaisir. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.